Voici le prof. Caron, comment ça va? Ça va bien, et vous? Très bien. Beaucoup de sujets et je veux te laisser le choix, tout simplement. La fin de campagne, le traitement médiatique, les candidats, on peut parler du PQ et de la guerre intestine. Voici, c'est le choix du prof. On va parler de ça, du PQ, de la guerre intestine. Oui, mais donc. d'abord, vous allez bien? Vous avez surmonté le grand bouleversement du changement d'heure en fin de semaine? Je déteste ça, là. Pas vrai, là. TVA qui titrait le bouleversement. Je suis inquiet, là. C'est juste de la merde, mais c'est pas le bouleversement, mais c'est poche, mais garde. TVA, toujours l'extra sauce, hein? Ah oui. Là, c'est bien qu'ils sortent en plein. Ils sortent des articles de reportages sur des Québécois qui habitent aux États-Unis, qui ont la chienne de l'élection de Trump. Là, c'est assez fascinant de lire ces articles. Oui, dont un qui s'identifie comme le directeur d'une grande compagnie québécoise qui s'affiche avec sa famille devant sa maison. Si Trump est élu, il y a des bonnes chances qu'on sac notre camp. Cascade, le papier, là, c'est une fierté, là. Kinza Falls. Ils vendent du papier cul partout au Québec, là. Le gars va s'afficher anti-Trump. Tu sais, tu peux pas... Je capote. Comme représentant de grosses compagnies, il faut que tu te fermes la trappe. Ben oui, évidemment. C'est ça que Jacques Tanguy a toujours fait, entre autres. C'est un excellent exemple, Jacques, mais il y en a d'autres. Jacques a ses opinions. Savez-vous quoi? La beauté, c'est quoi, il connaît pas. C'est ça, c'est un business guy. C'est ça. C'est ça. Jamais mélanger la politique avec le business. Voilà. Mais bon. Bon, le Parti québécois, il y a un membre du PQ qui est menacé d'expulsion pour avoir exprimé son désaccord avec son chef. Au goulag! On l'a reçu ce matin. Au goulag. Oui, ce qui confirme une fois de plus que le PQ puis le mouvement souverainiste s'enferment de plus en plus dans une chambre d'écho. Parce que vous le savez comme moi, c'est un peu de notoriété publique que PSPP puis Yves-François Blanchet, qui font pas preuve de la plus grande tolérance sur les réseaux sociaux. Ils bloquent allègrement, de manière quasi industrielle, les gens qui pensent pas comme eux. Puis, tu sais, dans le cas de Blanchet, écoute, l'option bloquer sur X est tellement devenue pour lui une seconde nature qu'il a contribué à rebaptiser son parti en Bloc, B-L-O-Q-U-E, québécois. Tu sais, puis ça, c'est le propre de la chambre d'écho, c'est de s'enfermer dans ce qu'on appelle l'homophilie. Donc, c'est de se rassembler uniquement autour de personnes qui pensent comme nous, en s'isolant de... Comment t'appelles ça? L'homophilie. C'est en sociologie, c'est comme ça qu'on appelle l'homophilie. C'est le fait de se rassembler uniquement autour de gens qui pensent comme nous et de s'isoler de gens qui pensent différemment de nous. Puis tu sais, c'est super étonnant pour un mouvement qui aspire à fonder un pays qui va être obligé un jour de rassembler une majorité de Québécois. L'amour de son semblable, la tendance d'un individu à fréquenter ses semblables. Donc, c'est une bande d'homophiles. C'est ça. Ça s'est dit au début, mais quand tu consultes le Larousse, c'est correct. Alors, non, c'est le mot qu'on utilise en sociologie politique pour exprimer la notion de chambre d'écho. Puis, tu sais, donc, plutôt que d'élargir leur communication, le mouvement souverainiste, il se referme plutôt sur lui-même, puis il préfère prêcher aux convertis. Puis, tu sais, on peut pas reprocher aux personnes qui pensent pas comme eux de pas leur offrir la possibilité de s'adresser à des gens qui sont franchement pas ouverts à leur cause. Puis, je vous donne le meilleur exemple. Yann Sénéchal puis Frank Le Dédomiseur ont tendu la main à PSPP à de nombreuses reprises pour qu'il vienne présenter son programme puis ses idées aux auditeurs de leur podcast qui est suivi par des milliers de personnes. Puis sa réponse, là, ça a toujours été non. Puis ça, maintenant, on en vient à tirer la conclusion qu'il a peur de parler de substance puis d'être challengé par des gens intelligents. C'est ça, ils n'ont pas confiance en leurs idées. C'est ça, tu sais, être challengé par des gens qui sont pas sur le payroll de PKP. Mais ça, tu sais, c'est rien de nouveau parce que le mouvement souverainiste, c'est depuis 30 ans engagé dans un ratatissement de sa base électorale. Tu sais, ils peuvent bien là, psychanalyser le peuple québécois puis le blâmer pour son pusillanisme puis sa peur de l'indépendance. Mais en fait, ce qu'ils ont fait depuis 30 ans, ils n'ont que seul à blâmer parce que depuis 30 ans, ils ont exclu graduellement de leur projet de pays une part toujours de plus en plus importante de gens. D'abord, dont les conservateurs. C'est ça. Puis d'abord, au Bloc, ça avait commencé sous Gilles Duceppe, qui a fait évoluer le parti, qui est au départ, là, sous Lucien Bouchard, une coalition arc-en-ciel, en parti qui défend maintenant des politiques de gauche. Puis à partir du moment où il a pris la direction du parti en 97, il a fait fuir tous les députés associés à la droite politique, où il s'est simplement arrangé pour s'en débarrasser. Puis Blanchet, il en rajoute une couche en offrant une circonscription à Patrick Bonin aux prochaines élections. En réalité, le Bloc, là, c'est devenu une version provinciale du NPD. Puis c'est la même chose au PQ. Souvenez-vous, Pauline,
qui avait invité les souverainistes de droite à pas voter pour son parti. Ben, PSPP en avait rajouté une couche dans un discours il y a quelques années quand il avait fait le calcul d'une victoire du oui qui passerait par une union entre le PQ et Québec solidaire. Fait que là, maintenant, là, leur nouveau violon dingue, ça consiste à exclure tous ceux qui adhèrent pas au nationalisme identitaire boc-côtien. Fait qu'au final, là, on est en train d'assister à un accident de char au ralenti. Parce que vous savez comme moi, les anglophones puis les communautés culturelles et ethniques, ils vont jamais voter majoritairement pour la souveraineté s'il y a un troisième référendum, mais par leur discours d'exclusion, ils excluent continuellement de plus en plus de Québécois francophones. Tout ça pour dire que... Un nettoyage électoral. Oui, puis tout ça pour dire qu'en ce moment, il n'y a pas pire ennemi de la souveraineté qu'un souverainiste. Puis l'autre chose aussi, ça, c'est ce que j'ai remarqué depuis plusieurs semaines, un autre signe comme quoi ils ne veulent pas débattre. Le fameux budget d'un Québec souverain, qui dit qu'un Québec indépendant serait viable économiquement. Donc là, la ligne là, de PSPP, c'est l'Assemblée nationale a voté en faveur d'une motion qui soutient cette idée-là qu'en devenant la souveraineté, le Québec pourrait être financièrement indépendant. Là, donc pour PSPP, le dossier est clos, puis il n'y a pas lieu d'en discuter. Ça fait vraiment chicken parce que, au contraire, tout le débat sur cette question-là reste à faire. Puis vous le connaissez comme moi, Vincent Geloso, l'économiste qui a contribué à rédiger l'étude, il l'a affirmé. Oui, un Québec indépendant serait viable économiquement, mais uniquement s'il faisait de gros efforts de diminution des dépenses publiques et de création de la richesse. Donc, au lieu de vouloir clore le débat sans qu'il y ait eu lieu, PSPP devrait nous dire où il entend couper, dans quel programme. Est-ce qu'il va embaucher tous les employés fédéraux puis les transférer dans la fonction publique québécoise, comme l'avait promis Parizeau en 1995? Tu sais, pour mémoire, il y a 2 ans, en septembre 2002, on lui avait posé la question, puis il avait alors tendu une branche d'olivier aux fonctionnaires fédéraux de l'Outaouais en leur promettant, et je cite, « des emplois tout aussi intéressants, mais dans le cadre de leur propre pays, si le Québec devenait indépendant. » Ça, c'est transférer 10-15 000 fonctionnaires fédéraux dans une éventuelle fonction publique d'un Québec indépendant. Là. C'est pas comme ça qu'on fait des économies puis qu'on rapetisse la taille de l'État. Fait que là, tu sais, PSPP, là, il laisse plein de questions en suspens comme ça, puis il préfère, là, au lieu d'en discuter en profondeur, en détail, dans des entrevues substantielles, dans des podcasts, il préfère partager sa recette de tarte au citron préférée à sucré-salé, plutôt là, que d'affronter des gens qui pensent pas nécessairement comme lui, puis qui pourraient le challenger. Mais en réalité, c'est peut-être parce qu'il est tout simplement pas capable de le faire. Il fuit des canaux qui lui sont pas complaisants, qui pourraient le faire mal paraître, puis il exclut graduellement de son parti ceux qui osent le critiquer. Donc on est vraiment loin des Lucien Bouchard puis Jacques Parizeau qui n'hésitaient pas, eux, à s'entourer là, de personnalités fortes qui les challengeaient constamment. Fait qu'au final, le mouvement souverainiste, il se referme sur lui-même. Ça prêche aux convertis au point où, honnêtement, ça commence de plus en plus à ressembler à une secte. Puis leurs chefs sont entourés de bénis oui-oui qui leur disent ce qu'ils veulent entendre. Fait que, bref, là, c'est ça la Chambre d'écho souverainiste en 2024. Très bien dit. Je pense que ça fait le tour. Je pense que je suis d'accord avec toi. Moi, on l'a invité aussi. Il est déjà venu. Là n'est pas le point. Je l'ai invité en podcast. Je dis, je te donne 45 minutes pour que tu me fasses changer d'idée. Il n'est pas venu. Hey, c'est de la... Je veux dire, c'est une option que je t'offre à vendre, là. Ben oui, tu vends un pays, viens vendre ton pays, il veut pas. Ben oui. Puis donc, il veut prêcher dans une église, effectivement, il veut prêcher aux convertis. C'est très, très bien dit. Mais c'est du monde qui veut créer un pays, là. Créer un pays, là, ça brasse, là. Ça brasse. Créer un pays, c'est de bâtir un référendum. Tu as de l'adversité. Tu as le vent en face. Tu as l'ambassadeur de l'Italie qui s'en mêle. Oh, l'ambassadeur de l'Espagne, il n'est pas d'accord. Oh, gars, m'a pleuré. Ça brasse, ça ne fera pas l'unanimité, ça. Et il y a beaucoup de pays qui seront contre la souveraineté du Québec. Pourquoi? Parce que les pays aiment la stabilité continentale. Ils sont là pour la prévisibilité. Ils vont appuyer le Canada, même malgré tous les défauts qu'on puisse donner au Canada, là. Parce que ça, 2024, c'est pas 1995, c'est plus Jacques Chirac qui est président de la République en France, qui avait des bonnes relations avec Jacques Parizeau. Tu sais, en 95, là, le communiqué de presse de l'Élysée qui reconnaissait la souveraineté du Québec était déjà écrit, là. Il était dans le fax, puis il était prêt à être envoyé au groupe de presse là, pour diffusion. Ça, je suis pas surpris, par contre.
Non, mais 2024, là, depuis l'époque Sarkozy, qui était très proche là, des Marais, Hollande, Macron, l'accueil pour la souveraineté au Québec, là, c'est vraiment plus que c'était il y a 30 ans. Fait que, tu sais, Parizeau, au moins, il était suffisamment wise pour comprendre cette dynamique-là. Il était aussi très wise pour comprendre que il allait avoir des bouleversements économiques. Donc, il est allé à New York. Il a rencontré là, les marchés boursiers. Il a donné Hydro-Québec, en fait, comme garantie pour pouvoir s'assurer suffisamment de liquidité dans le cadre d'un Québec indépendant. Il est allé à Paris, il a fait le tour là, des chancelleries internationales pour s'assurer d'obtenir une reconnaissance internationale. Tu sais, PSPP, là, au lieu de faire ça, là, il bloque le monde sur Twitter, puis il exclut les dissidents de son parti. Là. C'est pas, je veux dire, on est loin du chef d'État là, auquel on devrait s'attendre d'un individu qui prétend vouloir là, créer un nouveau pays, puis d'avoir sa face sur le billet de 5 piastres là, d'un Québec souverain. Là. C'est deux mondes complètement différents, là, le monde d'aujourd'hui puis le monde d'il y a 30 ans au Parti québécois. Ça fait un peu... Moi, quand je les vois aller, je me dis... Moi, j'ai comme l'impression qu'ils, délibérément, ils cherchent à le perdre, le prochain référendum. En tout cas, ils font tout pour le perdre. Ils font tout pour faire fuir les gens. Puis, tu sais, ceux qui suivent là, les podcasts là, de Yann puis de Frank, là, ils ont déjà reçu Frédéric Bérard, Mathieu Bock-Côté l'ont reçu. Ils ont reçu plein de personnes pendant 1 heure, puis ils les ont laissés parler. Tu sais, je veux dire, c'est la branche qui leur est tendue, là, à ces personnes-là, à PSPP et compagnie, là, ils devraient la prendre. C'est une décision de cabochon. De refuser une tribune de décision de cabochon. Tu veux aller chercher des votes. C'est ça, il faut que tu parles aux non-convertis si tu veux aller chercher, acquérir une clientèle. Je veux dire, c'est un enfant de 4 ans capable de comprendre ça. Là. Ben oui, tu sais, il va passer 1 heure dans un podcast, puis tout ce qui pourrait arriver, là, il pourrait réussir à convaincre peut-être une douzaine d'auditeurs de Yann et Frank qui sont pas nécessairement souverainistes. Il pourrait les convaincre. Puis ces 12 personnes-là pourraient aller en convaincre 12 autres. Tu sais, il pourrait y avoir un effet boule de neige. Non, il va être confortable. C'est ça. Il opte pour le confort. Sa secte. Puis sa secte, puis dans sa secte, en passant, pour on peut se laisser là-dessus, dans l'autobus du oui, là, QS, si tu combats l'entrisme islamique, il faut que tu combattes les islamo-gauchistes. L'espèce de pseudo-pacte qu'il y a avec le jaune-orange, c'est assez douteux, là, aussi. Là. C'est ça. Imaginez, tu sais, l'autobus du oui, en 95, Jacques Parizeau, Lucien Bouchard, Mario Dumont. Ça, c'est la Ligue nationale. C'est ça. 2025, on va être en midget 2A. Blanchet, PSPP, puis Nadeau-Dubois. Non, c'est grave. Come on, là. C'est pas bon. Non, ça augure pas bien, là. C'est pas bon. Hey, merci beaucoup. Ouais, on se reparle. Ciao.